Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la toute dernière partie de cette émission consacrée aujourd'hui à l'éducation et à la formation professionnelle ici au Congo, d'où nous émettons en direct. Émission organisée bien entendu dans le cadre du processus électoral qui doit conduire les Congolais à élire leur nouveau président le 20 mars prochain. Nos invités sont toujours avec nous, la configuration du plateau n'a pas changé. Madame Arlette Soudan Nono est toujours là, elle représente le candidat Denis Sassou Nguesso. Le docteur Kitsoro Kizunza représente la candidate Claudine Mounari. Monsieur Christian Epouma est acteur de la société civile et Monsieur Hugues Arsène Duka, il représente le candidat Joseph Kinyumbi Kia Mbongo. Le débat se déroule sur ce plateau, mais sur le terrain, les candidats continuent d'aller vers les électeurs pour leur présenter leur projet de société. Les équipes d'Africa 24 ne sont jamais loin. Suivez tout de suite le journal de campagne, un journal présenté par Paul de Singwe. Bienvenue dans ce journal de campagne. Depuis Brazzaville au Congo, Jean-Marie Michel Mokoko a démarré sa campagne électorale ce 12 mars 2016. Il s'est rendu dans les départements de la Lékoumou, du Niari et de Pointe-Noire. Focus dans ce journal sur l'arrêt de Pointe-Noire avec Viviane Baoken. Ils sont des milliers de Congolais qui ont abandonné leurs activités le samedi 12 mars 2016 pour aller à la rencontre de Jean-Marie Michel Mokoko, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Dès le début de la matinée, le rond-point Emery Patrice Lumumba, qui a accueilli le meeting, était bondé de monde. En s'exprimant devant ses sympathisants, le candidat se présente déjà comme un futur président à l'écoute du peuple. Je serai ce chef-là qui ne décide pas de tout, qui connaît tout, qui arbitre tout. Moi, je serai le chef qui écoutera ce que le peuple veut. Devant la forte mobilisation, le général Jean-Marie Michel Mokoko a décliné les grandes lignes de son projet de société en faveur de la population de Pointe-Noire. Il envisage mettre fin aux coupures intempestives d'électricité qui freinent le développement de la principale ville économique du pays. De même, le présidentiable envisage améliorer le climat des affaires grâce aux partenariats nationaux et internationaux. Dans notre combat pour construire le développement, nous aurons besoin des entrepreneurs nationaux. Nous aurons besoin des entrepreneurs privés étrangers. Nous aurons besoin des partenaires. Il faut que tout ce monde-là trouve un gouvernement sérieux, qui respecte sa parole, qui respecte sa signature, qui respecte ses engagements. En attendant l'amélioration des conditions de vie des populations de Pointe-Noire, la foule, conquise à la cause du général Jean-Marie Mokoko, n'a pas manqué de lui réaffirmer son soutien lors du scrutin du 20 mars 2016. Ils sont 9 candidats en course au scrutin présidentiel du 20 mars prochain. Tous placent la jeunesse au centre de leur projet de société. Okombi Salissa, pour sa part, promet de créer une banque pour la jeunesse. Les détails avec Deva Panzou. Okombi Salissa, candidat à la présidentielle du 20 mars prochain, entend aider les jeunes à créer leurs entreprises. L'ancien ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle promet de créer une banque de financement des activités des jeunes dès la 2e année de son premier mandat. Celle-ci viendrait en aide aux jeunes en crise d'obtention de financement de leurs projets. C'est le budget de l'État qui va financer, qui va apporter des parts à cette banque, qui sera gérée, il y aura aussi des parts des privés, qui sera gérée comme une banque publique privée et dont l'objectif serait de financer les projets des jeunes. Donc il y aura des maisons des jeunes dans tous les arrondissements, dans tous les départements du Congo, avec des spécialistes. Les jeunes arriveront avec des idées de projets, on va les rendre bancables, on va les aider à réaliser ces projets à partir des financements que les banques vont donner. Donc il y aura une ligne budgétaire qui sera destinée à cela. C'est du jamais vu, mais ça sera fait par nous. Le candidat indépendant a fait de la jeunesse une priorité de son projet de société. Depuis l'annonce de sa candidature à la présidentielle le 30 janvier dernier, André Okombi Salissa se voit comme le candidat de la jeunesse. Alors qu'il occupait le ministère de l'Emploi, il avait lancé un programme PED. Celui-ci devait encourager les entreprises à recruter un agent sur 2 stagiaires avec une prise en charge de l'État pendant 1 an. Le candidat André Okombi Salissa se trouve au milieu, c'est-à-dire qu'il est entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Donc il est d'une génération charnière. Et puis par rapport à son passé, il est rentré au gouvernement pratiquement à l'âge de 36 ans. Mais donc tout le monde connaît au Congo que c'est le seul ministre aujourd'hui qui a été très rapproché des jeunes et il a pris même à bras le corps
le chômage de la jeunesse. La jeunesse représente plus de 60% de la population congolaise. Le candidat qui sollicitera leur suffrage devra leur faire des meilleures propositions qui seraient par la suite concrétisées. André Okombi Salissa, qui a été ministre à 36 ans, croit en la jeunesse pour développer le Congo. À présent, Viviane Baokem nous décline les 5 grandes lignes du projet de société de Pascal Tchati Mabiala, candidat de l'UPADS au scrutin présidentiel du 20 mars prochain. Porteur d'un projet de société intitulé Un Congo nouveau et moderne dans une Afrique nouvelle et intégrée, le candidat de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale UPADS s'engage, dès qu'il sera élu, à reformer les secteurs éducatifs, sanitaires et à mettre le cap sur la décentralisation. Dans sa vision de l'éducation nationale et la formation professionnelle, il envisage lier la question de l'emploi à la formation. Une fois que nous avons formé, une fois que nous avons donné des outils à nos jeunes enfants pour s'insérer dans la vie sociale, dans le monde du travail, et qu'au bout, il n'est pas du travail, nous aurons fait simplement un gâchis. S'il est élu président de la République, le candidat du principal parti de l'opposition s'engage à convoquer les États généraux de la santé pour améliorer l'offre sanitaire dans le pays. Il affirme son ambition d'offrir une politique claire à toutes les catégories sociales du Congo. Selon lui, les services de santé de base sont à l'abandon. Et donc, il faut que nous ayons dans notre pays un système de santé de qualité, avec les infrastructures, avec des équipements comme l'école, avec du personnel formé, médecins, infirmiers, aides-soignants, tout le personnel d'encadrement. Il faut qu'ils sortent des écoles de renom comme hier. Au Congo, les jeunes sont les plus concernés par le chômage. Du coup, dans ce contexte électoral, tous les candidats, ou presque, ont fait de la lutte contre le chômage le cheval de bataille. C'est notamment le cas de Pascal Tchati Mabiala. Il fait observer que dans la tranche d'âge de 20 à 30 ans, 2 tiers des jeunes sont sans emploi. Aussi, 68% de femmes de 15 ans et plus ne savent ni lire ni écrire. Devant ces observations, le premier secrétaire de l'UPADS s'engage à ramener le taux de chômage à 10% dans les 5 années à venir. S'il est élu président de la République, le candidat Joseph Kinyumbi veut diversifier l'économie congolaise et soigner la dépense publique. Plus de détails avec Deva Panzo. Joseph Kinyumbi Kambungu voudrait mettre de l'ordre dans les caisses du Congo en réduisant les dépenses publiques. Cette action ne sera possible que s'il est élu président de la République à l'issue du scrutin du 20 mars 2016. Le candidat de l'association La Chaîne a affirmé que la dépendance de l'économie congolaise par rapport aux ressources pétrolières constitue un réel danger pour l'avenir économique du pays. Nous voulons au jour d'aujourd'hui, y compris sortir économiquement de l'économie qui est au jour d'aujourd'hui axée sur les finances publiques qui sont assises sur le pétrole, qui représente en gros autour de 70-75% du financement de l'économie nationale. Dans son projet de société, Joseph Kinyumbi Kambungu encourage le développement du secteur agropastoral, un secteur qui nécessite une attention particulière de la part des autorités congolaises. Mais la chute du baril de pétrole depuis plus d'1 an impose l'accélération de la diversification de l'économie. Pour cela, financer les agriculteurs afin de les aider à augmenter leur production serait pour l'association La Chaîne la meilleure solution. Vous savez que le Congo aujourd'hui c'est 4 millions d'habitants, donc c'est à peu près 3 900 000 consommateurs directs à forte consommation. Et donc nous pensons que très vite pour nous il s'agira d'appuyer les producteurs, d'appuyer les agriculteurs par des financements directs qui viendront de l'État. Les financements directs, donc ça veut dire que vous allez avoir là de la ressource financière qui viendra directement de l'État, vous allez avoir de la ressource technique qui viendra directement de l'État, et à côté de l'État, vous allez avoir de la ressource financière qui viendra des banques et des autres partenaires. La République du Congo dispose de plusieurs ressources qui peuvent favoriser la diversification de son économie. Ces terres arables estimées à 10 millions d'hectares attendent encore d'être exploitées. Économiste de formation, Joseph Kinyumbi Kambungu veut mettre en valeur la jeunesse congolaise en créant des emplois dans divers secteurs d'activité. C'est la fin de ce journal de campagne depuis Brazzaville au Congo. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Africa 24 pour une nouvelle édition. C'était le journal de campagne de l'ensemble de la rédaction d'Africa 24 déployé ici au Congo-Brazzaville dans le cadre de cette élection présidentielle. Nous allons consacrer les dernières minutes de cette émission à parler de la formation professionnelle et de l'emploi. Nous avons vu tout à l'heure dans le micro-trottoir, les jeunes disent qu'ils ont de jolis diplômes, mais ils ne trouvent pas de travail. Monsieur Epouma, comment est-ce que vous expliquez le fait que cette situation perdure
malgré certaines mesures qui ont été prises? Bien, ce que je peux constater, c'est que, au-delà de tout ce qu'on peut penser, c'est qu'il y a le système éducatif dégage des produits. Et les produits qui ont des difficultés à avoir accès au marché de l'emploi, qui est un marché assez restreint. Mais c'est ça, bon c'est déjà. produit. Alors, sur cet aspect bon produit ou mauvais, je me dirais, ce sont les mêmes Congolais qui se retrouvent, par exemple, dans certains secteurs privés, comme par exemple dans le secteur pétrolier. C'est bien les Congolais qui y travaillent. Mais ils sortent effectivement de nos écoles, de notre système éducatif. Rares sont ceux qui vont en Europe ou ailleurs pour mais ce qu'on a vu dans le reportage. Bon, ce qu'on a vu dans le reportage, oui. En fait, si au niveau du marché, ils n'arrivent pas à trouver un emploi, c'est parce qu'il faut partir un peu de la genèse. Au départ, dans notre pays, quand un enfant ne réussissait pas dans l'enseignement général, la tendance était de dire où on vous envoie pour la formation professionnelle ou pour l'enseignement même technique. Parce que ce n'était pas un secteur bien valorisant. Ça, c'est des questions, donc même psychosociologiques. Maintenant qu'on s'est rendu compte que finalement, de ce côté-là, la formation professionnelle, l'enseignement technique est déterminant pour l'accès à un emploi, alors nous disons que non seulement que les curricula au niveau des écoles de formation professionnelle, tenez, je prends juste l'exemple des ENI, les écoles normales d'instituteurs. Mais tous les produits qui sortent de ces écoles-là, c'est quand même pas des produits aussi mauvais qu'on peut le croire. En tout cas, je suis loin de croire ou de réaliser que ces jeunes-là, à travers leurs milliards de neurones, n'arrivent pas à être performants sur le terrain. Je dis, à cela, il faut aussi prendre en compte les dimensions ou les éléments de l'environnement. Quand on sort, par exemple, d'une école de santé, savez-vous, nous ici, nous avons une école nationale, Jean-Joseph Loukabou. Savez-vous que l'antenne qui est ici à Brazzaville, non seulement que les enseignants ne sont pas payés, ils peuvent taper 6 mois, 1 an, sans émolument, mais ils continuent toujours à venir dispenser les cours. Est-ce que par patriotisme ou bien c'est parce qu'ils ont trouvé une formule de gain facile? Ce sont là les antivaleurs qui peuvent effectivement encourager la mauvaise formation. Merci, Monsieur Duka, selon le ministère de l'Insertion professionnelle, le chômage des jeunes s'explique partout, surtout par la faiblesse du système d'enseignement professionnel. Est-ce que vous partagez cet avis? On peut faire une révolution avec les analphabètes, mais on ne peut pas développer un pays avec ces mêmes analphabètes. On nous parle effectivement de l'émergence d'ici 2025. Avec qui? Avec quel type effectivement de jeunes veut-on aller vers cette émergence d'ici 2025? Bon, moi je me pose une question. Est-ce que réellement nous avons ces écoles-là? Ces écoles ont existé avant. On parlait tout à l'heure de l'ENI. Il y avait une école effectivement à Mosenjo qui s'occupait effectivement sur la formation des Congolais dans le domaine effectivement de la faune et de la flore. Je me souviens qu'il y avait dans ce pays des écoles à Muyonzi. On venait de suivre tout à l'heure plus effectivement à peu près 40% de femmes qui sont analphabètes, qui ne font rien. On appelait ça des centres sociaux. Quand vous y arrivez, vous trouvez des dames qui apprenaient à faire de la couture, qui apprenaient effectivement à faire à confectionner des draps, pour confectionner des layettes, j'allais dire. Malheureusement aujourd'hui, tout est à l'abandon. Tout est à l'abandon. Donc c'est un véritable souci. Donc les secteurs porteurs de croissance n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée pour. Et ça, c'est un véritable souci. On a laissé ces écoles-là à l'abandon. Merci, Monsieur Duka. Monsieur Kinzouza, ces jeunes qu'on a vus dans le reportage, n'est-ce pas beaucoup plus ceux qui sortent de l'enseignement général? Sinon, ici, et ils auraient tous voulu aller dans les écoles de formation professionnelle, mais s'il y en a autant. Bon, disons qu'il y a certains qui ont dit qu'ils voulaient rentrer dans la fonction publique, ce que je trouvais très dommage. Bon, en fait, dans le programme de la candidate Claudine Mounari, il y a
de chantier numéro 7, qui va faire de l'école un lieu de préparation des jeunes à faire face au début du XXIe siècle. Pour ça, il y a un axe sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il faudrait que depuis l'école secondaire, enfin même aussi primaire, qu'on puisse initier les jeunes à la création et à la gestion des entreprises pour éviter ce que nous avons entendu. Et dans ce cadre, par exemple, au niveau de l'IHM, nous avons monté un projet que nous avons appelé CIRPEC Startup. On est en train de travailler sur ça avec l'Université Marie-Ngouabi. Il s'agit de faire en sorte que les diplômés de l'ENSAF et de l'NSP, parce qu'un élève ingénieur soutient toujours un projet d'entreprise. Bon, maintenant, c'est ça que nous allons prendre pour transformer en plan d'affaires. Maintenant, nous allons présenter aux institutions financières pour que ça devienne maintenant un plan d'affaires bancable. Bon, c'est bancable parce que... Ça, c'est ce qui est contenu dans le projet de société de votre candidate. Oui, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que la démarche, c'est ça, c'est-à-dire aller vers les incubateurs des entreprises pour créer aussi une nouvelle génération d'entrepreneurs. Nous voulons que le pays devienne un pays émergent, donc il nous faut des ouvriers qualifiés, des ouvriers hautement qualifiés et puis des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'école Madame Mounari, il y a aussi le volet technologie à travers l'Institut supérieur de technologie industrielle. Merci, M. Kizouza. Madame Soudan Nono, on dit généralement que la jeunesse est une bombe à retardement, surtout quand elle n'a pas du travail. Et quand vous observez ces jeunes-là, est-ce que vous n'êtes pas inquiète? Écoutez, ce sont les réalités. Aujourd'hui, beaucoup de chômeurs, comme vous l'avez dit souligné dans votre reportage, ce sont des universitaires qui sortent de l'enseignement général. La prise en compte va être faite. Il a d'abord fallu gérer l'enseignement de façon générale, globale. Et maintenant, nous nous orientons petit à petit. Cela existe déjà, la prise en charge avait déjà commencé à l'être, avec des écoles de métiers, de services que vous retrouvez à Pointe-Noire, des métiers ruraux à Dolisie, des écoles de métiers des instituts professionnels que vous retrouvez dans des bâtiments pour coller à la réalité parce qu'il y a des formations en inadéquation avec l'offre de l'emploi. Ça a été dit là. Mais maintenant, nous avons également des incubateurs, nous avons aussi quelques financements pour accompagner ces jeunes dans une meilleure prise en charge. Et nous avons, c'est l'université qui va ouvrir ses portes de Denis Sassou Nguesso à la rentrée prochaine, qui est en train de diversifier avec une capacité, je vous l'ai dit, de près de 20 000 étudiants pour une meilleure prise en compte de ces jeunes, pour les envoyer, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être dans les administrations d'État. Mais là également, sur le plan fiscal, nous leur garantissons une prise en compte. Nous accompagnerons également les entreprises dans le cadre des embauches, mais là également, nous devons d'abord les former. Nous avons un projet, dans le projet de société du candidat président Sassou Nguesso, préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante. C'est l'un des piliers même de son projet de société auquel il accorde près de 25% s'il est réélu du budget de l'État congolais dans les futures années. Merci Madame Soudan Nono. Beaucoup de réactions de téléspectateurs, on n'en a pas encore donné lecture, mais je vais profiter quand même pour lire un message d'un téléspectateur qui dit: pour votre info, le Congo a juste une seule école polytechnique nationale supérieure, en sigle ENSP. Quels sont les efforts pour former plus de Congolais qualifiés dans les métiers techniques? Monsieur Douka. Oui, mais dans les métiers techniques, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'asseoir sur l'existant et aller de l'avant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, rester simplement pour avoir une simple école polytechnique. En ce qui concerne effectivement Joseph Kinubi Kambongo, qu'est-ce que lui il pense? Il dit que pour lui, il y a quoi? Il faut d'abord nous voulons garantir une formation de qualité. Augmenter effectivement, deuxièmement, augmenter les capacités effectivement d'accueil dans l'enseignement, faciliter effectivement l'accès à l'Internet. Et nous pensons qu'aujourd'hui, nous voulons créer à l'île Mbamou une cité, voilà, une cité de l'innovation. Voilà, parce que nous voulons former des ingénieurs, nous voulons effectivement former des cadres supérieurs et nous voulons former exactement des ouvriers qualifiés, et nous garantissons effectivement qu'au sortir de là, il y a un mécanisme qui est établi pour faire de sorte que les fonds de garantie sont là pour leur permettre d'exceller au sortir de leur formation et avoir accès à de l'emploi. Merci. Voilà. Un autre message. Bonsoir, je m'appelle Yvance Bansimba, j'habite Dolisie. Une question pour les représentants des candidats. Qu'est-ce qu'ils prévoient comme mesure pour éradiquer la corruption dans le domaine éducatif?
Monsieur Kizonza. Madame le ministre a toujours été claire. Hein. Une fois élue, elle va agrandir la capacité d'accueil des prisons. C'est-à-dire mais il faut agrandir les prisons, comme ça, tous ceux qui sont... Vous pensez que c'est parce qu'il n'y a pas de place en prison qu'on ne met pas ceux-là qui sont mis en cause pour un certain nombre de choses? Bon, disons qu'elle s'est inspirée de l'exemple de Kagame au Rwanda. Il a été élu en 2003. Première mesure, il a agrandi la capacité d'accueil des prisons. Sur 4000 places, la prison centrale de Kigali. Et puis il a vu que ça marche. Puis il faut une discipline. Une question à Mme Soudan Nono. Quelles sont les mesures que vous avez prises pour augmenter le taux de pourcentage d'admission au baccalauréat? Parce qu'il y a eu des baccalauréats où il y a eu 10% d'admis ici. Oui, mais je ne parlerai pas en termes de pourcentage d'admission, mais plutôt en termes de qualité d'enseignement, parce que nous avons des ateliers pour la remise en niveau des enseignants. Nous allons faire recours même à certains partenaires extérieurs pour venir relever le niveau d'enseignement au Congo, parce que toutes ces procédures sont en cours. Il y a des ateliers internes. Il y a comme une réforme que peut-être nous ne vulgarisons pas suffisamment ce que nous faisons. Mais j'aimerais quand même revenir rapidement sur l'emploi jeune. Parce qu'il faut dire que nous avons aussi à créer des incubateurs. Le candidat président Denis Sassou Nguesso prévoit quand même des incubateurs. Il prévoit également un fonds d'impulsion et de garantie FIGA pour les artisans, les travailleurs indépendants et autres, c'est pas peu. Et il y a aussi conclure des contrats d'accès à l'emploi pour des jeunes, la facilité avec des entreprises, avec des capacités d'embauche. Il y a également des statuts d'employés protégés de l'État qu'ils auront au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc ce sont des mesures qui sont prises pour la prise en compte des jeunes. Maintenant, en ce qui concerne les enseignants, nous avons dans la réforme institutionnelle, là, il faut le dire, un grand volet qui concerne les sanctions, qui concerne la probité morale, qui concerne l'engagement de l'individu, de l'être humain même dans la société, qui est central. Et là, à ce moment-là, je pense que les tribunaux feront leur travail de justice pour recadrer, pour sanctionner. Le ministère du Travail devra pouvoir attribuer les blâmes, les sanctions qui sont produites. J'ai l'impression que là, on dirait que votre candidat veut un chèque en blanc. Parce que si pendant 32 ans, il n'a jamais sanctionné, je vois comment maintenant, pour les 5 ans à venir, il va commencer à sanctionner. Ben, moi, j'ai du mal avec vous, parce que tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez un bilan qui était négatif. Vous avez trouvé que j'ai mis le doigt où ça faisait mal. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire du populisme comme ça en direct, quand vous savez qu'il a d'abord fallu, après les différentes guerres que vous nous avez causées en 97, le tissu humain, la condition même de l'être humain était défait. Psychologiquement, nous n'avons pas la culture ici des psychologues. Les gens ont dû se remettre, ont dû se reconstruire. Et vous venez comme ça nous dire, non, il a fallu sanctionner au sortir de la guerre avec autant de brutalité, alors que les gens ont perdu des vies humaines et qu'il fallait reconstruire. Gênez-vous, excusez-moi, M. Kinzouzi, que je revienne là-dessus. C'est quand même, M. Kinzouzi, excusez-moi, c'est quand même vous qui nous avez mis les bombes sur la tête. Soyez quand même responsable. Madame Soudan Nono, je vous rassure, je voudrais vous dire que sur ce plateau, tous les jours, le même reproche revient, impunité, impunité, impunité. Si ou bien il y a réellement impunité, ou bien vous communiquez mal par rapport à ceux que vous punissez. Vous avez peut-être raison, nous communiquons mal. Mais est-ce que vous savez que je prends l'exemple de son ministère, le ministère dans lequel était Mme Munari au commerce. Vous savez combien des gens de son ethnie... Non, mais c'est le candidat, c'est lui qui me parle. Ce n'est pas parce que le représentant de la candidate Munari a soulevé ce problème. Il faut donner une réponse globale quand même. Nous ne pouvons pas... Vous n'êtes pas en course contre Mme Munari seulement. Non, je refuse que nous voulions tromper les Congolais qui nous suivent et qui ont le devoir d'aller choisir les meilleurs parmi nous. Nous ne pouvons pas tricher avec ça. Merci, Madame Soudan. Nous assumons nos différents bilans. Monsieur je suis désolée. L'inadéquation formation-emploi, on l'a senti plusieurs fois, et tout le monde reconnaît qu'il faut pouvoir orienter autrement les formations. Alors, là-dessus, ou bien on fait des choses et ça a du mal à prendre, ou bien il faut opérer une grande réforme afin de savoir orienter désormais les jeunes qui vont à l'école. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces candidats qui sont à cette élection présidentielle, de ceux-là qui vont gérer le pays demain? Bien. Je reviens une fois de plus pour dire l'école congolaise est en convalescence. Pourquoi? C'est-à-dire, il existe une stratégie. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a une stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation qui a fait l'objet d'un débat au niveau national avec le principe de l'interrogation de la base au sommet, du sommet à la base et jusqu'à l'adoption de cette stratégie.
Et nous avons été accompagnés par les agences du système des Nations Unies. Quand je dis nous, c'est le Congo. Je témoigne en tant qu'acteur de la société civile et une association qui est concernée par ces questions. Il s'agit donc pour les candidats de pouvoir coller à cette réalité. Je vous ai rappelé même l'origine, le fait qu'au départ, tout Congolais pensait que la réussite sociale, c'était d'envoyer son enfant dans un établissement d'enseignement général, qu'il sorte la preuve, tout le monde se plaint en train de dire « nous ne sommes pas intégrés à la fonction publique ». Donc, c'était déjà un formatage. Donc, il faut que tous ces candidats puissent avoir comme souci le reformatage mental au niveau des familles que nous sommes, en fait, au niveau de la société congolaise. Vous avez parcouru quelques projets de société. Est-ce que c'est déjà pris en compte dans ce qu'ils proposent aujourd'hui? Ah, vraiment, M. Babilas, vous me donnez l'occasion de dire que nous sommes à quelques jours. En tout cas, en tant qu'acteurs de la société civile, nous ne sentons pas qu'il existe une vulgarisation de ces projets de société. Lorsqu'on dit qu'on vulgarise, ça veut dire que c'est des documents bien conçus, bien élaborés, qu'on devrait effectivement... En tout cas, certains candidats en ont distribué. Moi, j'en ai reçu. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas reçu. Mais écoutez, quand je dis la vulgarisation, oui, c'est-à-dire que de la même manière qu'on distribue les marinières, qu'on affiche les banderoles, il faut aussi que les projets de société soient effectivement à la disposition du citoyen lambda. Voilà pourquoi je dis il faut que les candidats aient la préoccupation de réaliser que la formation professionnelle, l'enseignement technique, que c'est par cela que ce pays décolle. On va faire un dernier tour de table en parlant des acteurs de l'informel. Quelle politique il faut mener pour leur professionnalisation, Monsieur Kizouza? Bon, en fait, dans tous les pays africains, c'est devenu un grand problème. Et je crois que au niveau du Congo, nous avons des très petites entreprises, les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Les très petites entreprises, comme partout dans l'espace francophone, représentent pratiquement 90%. Alors, pour les TPE, on a prévu la mise en place de ce que nous appelons la finance inclusive. C'est-à-dire qu'il faudrait faire en sorte que ces TPE... Il vous reste 30 secondes, hein? Vous avez 30 secondes pour répondre à ma question. Bon, les TPE qui ne peuvent pas accéder au crédit normal, il faudrait maintenant créer entre les banques et puis elles, les organismes intermédiaires, par exemple les établissements de microfinance, qui vont agir comme des détaillants. C'est-à-dire que les grossistes seraient les banques. En tout cas, ceux qui veulent en savoir davantage, ils n'ont qu'à se référer au projet de société de Mme Claudine Mounari. Alors, M. Ducap, sur le plan de la professionnalisation des gens qui sont dans l'informel. Oui, parce que là, nous parlons de l'informel. Il faut d'abord identifier et après les accompagner. C'est simple. Par quel mécanisme? Mais le mécanisme, il est simple. Comme je suis en train de dire, il faut les identifier et en ce moment-là, les accompagner. Quand vous les avez répertoriés, en ce moment-là, vous leur donnez une formation qui est digne de ce nom pour qu'effectivement, ils puissent se mettre en règle le plus simplement possible du monde. Merci, voilà. Monsieur Ducap. Madame Soudan Nono, sur le plan de la professionnalisation de ces acteurs de l'informel, votre candidat a prévu quoi? Écoutez, pratiquement les mêmes mesures que par rapport aux jeunes, hein, parce que dans l'informel, vous avez le gros de troupe qui est jeune. Hein. Donc nous avons le même accompagnement en termes de fiscalité, en termes d'accès à l'emploi de proximité. Parce qu'il faut le dire, hein, moi je dis souvent qu'il faut que nous changions le logiciel mental. Les gens veulent être des fonctionnaires dans l'administration souvent. Il n'y a pas de saut métier. Donc nous allons les former lorsqu'il y a cette municipalisation accélérée sur l'étendue du territoire que fait le candidat président Denis Sassou Nguesso depuis un certain nombre d'années. Nous construisons, nous avons emmené les routes, mais ces routes, il faut les entretenir. Nous avons emmené, au-delà des infrastructures routières, grand axe économique de développement. On en a déjà parlé déjà. Oui, mais je veux dire qu'il faut ces métiers-là, il faut créer ces métiers-là qui existent, d'où ces écoles de métiers qui va accompagner même dans le cadre de l'informel. Une question personnelle d'un téléspectateur. Bonsoir Africa 24. Une question à la dame qui représente Denis Sassou Nguesso. Pourquoi ces enfants étudient en Europe?
Est-ce parce qu'elle-même ne croit pas à l'éducation congolaise? Les miens, mes enfants? Bren Thibault, ça. Mes enfants à moi? Oui. Mais je suis en mariage, mon mari est un Européen vivant à Paris, de nationalité française, travaillant à Paris. Là, j'entre un peu dans le domaine de la vie privée. Mais comme il faut dire les choses simplement et que je ne sais pas taire ces choses-là, je suis mère de 4 enfants. Je travaille, moi, à Brazzaville, mais ma famille réside en France. Le téléspectateur a la réponse à sa question. Voilà. En tout cas, est-ce que je peux revenir sur... Non? Non, c'est fini. C'est à monsieur et pour moi maintenant de conclure cette émission. Vous avez posé le diagnostic au début en disant que l'école congolaise est convalescente. Est-ce qu'il y a des signaux prometteurs comme quoi cette école pourra sortir de sa convalescence bientôt? Merci beaucoup. Je disais tantôt que la préoccupation de l'association de parents d'élèves étudiants du Congo, donc organisation non gouvernementale, est celle de prendre en compte toute la situation du préscolaire au supérieur, en passant par le secondaire premier et deuxième degré. Je constate tout simplement que nous n'avons pas abordé des questions liées à l'enseignement supérieur. Les signaux forts qui disent que l'école congolaise, l'école avec grand E, qu'il y a des signaux qui peuvent donner espoir, c'est que l'idée précède l'acte. Je prends le cas de l'enseignement supérieur. Depuis 2011, on a pensé à l'installation des pôles universitaires départementaux. Bien sûr, 5 pôles universitaires départementaux. Oui. Alors, je crois qu'il s'agit de faire que ces pôles universitaires puissent prendre corps sur le terrain. Au niveau du préscolaire, par exemple, la petite enfance, un président disait là, les tout petits. Il faut que les gens arrivent à revoir, à reformer leur mental en faisant que la petite enfance ne concerne pas que vous et moi, c'est-à-dire l'élite, mais que ça puisse aller vers les paysans. Et les centres communautaires sont en train d'être construits. À ce jour, il y a près de 36 centres communautaires d'éveil de la petite enfance. D'où l'espoir. C'est pour cela que au niveau du primaire, même bon. Donc, je dis que ce n'est pas encore je dirais pas l'Eldorado, ce n'est pas encore fini. Mais j'invite tous les candidats à la présidentielle d'avoir une préoccupation de régler la question du système éducatif congolais sur le plan holistique. Pas en train de pouvoir prendre pan par pan. Il faut aller depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur. Merci beaucoup, monsieur Epouma. Ce sera malheureusement la fin de cette émission, chers invités. Je sais que vous avez encore l'idée de dire beaucoup de choses. Malheureusement, on ne finira jamais. On pourra poursuivre cette émission dans d'autres cadres. On reviendra et on recevra encore beaucoup d'autres acteurs. Je vous en prie. Je ne sais pas comment vous appelez votre épouse. C'est son nom de jeune fille. Merci beaucoup. C'est fini ici. C'est fini. Nous étions. Nous étions sur ce plateau avec Alet Soudan Nono qui représentait le candidat Denis Sassou Nguesso. Merci d'avoir été des nôtres. Et Dr Kichoro Kizouza qui représentait la candidate Claudine Mounari était également avec nous. Merci. Également en notre compagnie, nous avons eu M. Christian Epouma qui est acteur de la société civile. Merci. Et M. Hugues Arsène Duka qui représentait le candidat Joseph Kinyoubi Kiambongo. Merci, c'était un plaisir de passer ces instants en votre compagnie. Chers téléspectateurs, beaucoup de réactions, on n'en a pas lu assez, mais nous en avons tenu compte dans la conduite de cette émission. Je fais allusion, je pense par exemple à François de Paul Bakogo, Elliot Frère, Chris Durel-Yila et bien d'autres, Okana Altamira. Merci beaucoup. Le débat va se poursuivre sur ce plateau, mais en attendant, moi je vais prendre congé de vous. Thierry Ngonga viendra s'installer ici avec ses experts pour décrypter 52 minutes d'émission qu'ils ont suivies. Je vous montre cet ouvrage que je vous conseille vivement, Radio Congo, Chronique équatoriale. C'est de Madame Arlette Soudan Nolo qui est paru aux éditions Amalté. Radio Congo, Chronique équatoriale, paru aux éditions Amalté. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève cette émission. Prochain rendez-vous demain pour un autre thème. Pour l'instant, je vous laisse en compagnie des programmes d'Africa 24. À demain.